Donc, je vais aujourd'hui donc faire la première partie, alors probablement donc juste pour démarrer le développement mobile. Et après, par la suite, donc on aura l'occasion donc de suivre le cours la prochaine fois. Donc, je vais m'asseoir aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Donc, dans le développement mobile, donc en principe, ça vous le savez, il existe plusieurs manières de développer des applications mobiles. En fait, les différents types de développement mobile, donc on peut dire qu'il y a deux manières de développer des applications mobiles. Il y a d'abord ce qu'on appelle le développement mobile natif. Alors, le développement mobile natif, donc, il s'agit de développer une application mobile destinée pour une plateforme bien déterminée. Vous savez que les plateformes c'est-à-dire mobiles, donc, les plus connues sont Android, iOS et Windows Phone. Bon, avant, il y avait BlackBerry, donc c'était une ancienne technologie qui n'existe plus, mais il y a un moment, c'était un peu également très connu. Alors en tout cas, donc, si vous décidez, si l'entreprise décide de faire ce qu'on appelle le développement natif, qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qui va se passer, c'est que il va falloir développer pour chaque plateforme mobile une version. Alors par exemple, pour développer la version pour Android, bah, il y a une technologie qu'il faut maîtriser, notamment il faut travailler avec le langage Java, parce qu'en fait le système Android, le framework Android est basé sur la technologie Java. Il faut installer un SDK, un kit de développement Android qui est ce qu'on appelle le SDK Android. Et après, il faut utiliser un IDE, un environnement de développement, notamment Android Studio. Bon, avant, il y a des années, on utilisait Eclipse. Il y avait un plugin qui s'appelle ADT, Android Development Toolkit. Mais à partir d'un moment donné, donc, en fait, Google a décidé en quelque sorte, de développer un IDE spécialement fait pour développer des applications Android, donc, qui s'appelle Android Studio, donc celui avec lequel vous allez travailler. Et il faut juste noter une chose, c'est que Android Studio, donc, comme on va le voir, donc, c'est un IDE qui est basé sur un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement Java qui s'appelle IntelliJ. Alors, vous savez, pour développer des applications Java, donc, vous utilisez Eclipse, n'est-ce pas? Mais bientôt, peut-être même, vous serez ramené parfois à utiliser donc, un autre IDE comme IntelliJ, qui est très utilisé par les entreprises également pour développer des applications Java. Et IntelliJ, donc, c'est un IDE qui permet de développer des applications Java. C'est un IDE comme Eclipse, comme NetBeans. Hein, c'est des IDE qui sont assez connus. Sauf que IntelliJ, si vous voulez, donc, il fait partie de la famille des outils de JetBrains. Donc, vous utilisez déjà des outils comme PHP Storm, WebStorm. Et donc, PHP Storm, c'est pour développer des applications PHP. WebStorm, c'est pour développer des applications web, front-end. Mais il y a IntelliJ pour développer des applications Java. Il y a également PyCharm pour les gens qui travaillent avec Python. Donc, ça veut dire que JetBrains, il fournit une collection d'outils pour développer des applications avec différents langages. Mais tous ces outils-là, ils ont quelque chose en commun. Bah, c'est presque le même moteur parce que l'IDE lui-même, il est développé avec la technologie Java. Donc, ce qui fait, en tout cas, donc, Google, à un moment donné, il avait décidé donc, de prendre IntelliJ et après, donc, bien sûr, de lui ajouter donc, les plugins qu'il faut pour pouvoir créer un autre IDE spécialement créé pour développer des applications Android. Donc, c'est ce que nous appelons tout simplement Android Studio. Android Studio, donc, c'est un IDE qu'on va utiliser. Alors, pour les gens, moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec Eclipse, notamment pour développer des applications Android avec ce fameux plugin ADT qui existait à l'époque. C'était pratiquement la solution la plus utilisée. Mais à partir je crois, de la deuxième version de Android Studio, c'est que, en fait, le plugin ADT sur Eclipse n'est plus mis à jour. C'est-à-dire qu'il s'arrête à une version, et du coup, donc, forcément, au fil des années, il est dépassé. Du coup, donc, pratiquement, c'est pas conseillé de l'utiliser actuellement.
quoique parfois il y en a ceux qui travaillent toujours avec, c'est-à-dire ce plugin sur Eclipse pour développer des applications Android. Mais en tout cas, donc la meilleure manière en tout cas donc pour développer des applications Android, c'est d'utiliser un IDE comme Android Studio. Et après, une fois que vous développez vos applications Android, à un moment donné, il faut les distribuer. Donc chaque en fait constructeur, notamment Google, il dispose de Google Play. Vous le connaissez très bien, en fait c'est là où vous téléchargez vos applications Android. Donc il y a une plateforme dans laquelle vous pouvez distribuer les applications Android. Alors si vous décidez, donc c'est-à-dire que en tout cas pour développer une application Android native, donc globalement vous avez une idée sur les différentes technologies, en fait les différents outils qu'il faut utiliser, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors, si vous voulez développer encore une application mobile destinée pour le système iOS de Apple, notamment pour les iPhones, les tablettes, iPad, etc. Donc, vous avez une autre technologie. Donc, notamment, vous allez utiliser un langage qui s'appelle Objective-C. Il faut installer l'iOS SDK, comme Android SDK, une plateforme de développement qui s'appelle Xcode. Et après, bien sûr, donc pour distribuer les applications, vous utilisez Apple App Store, donc que vous connaissez également pour ceux qui travaillent avec, qui utilisent quoi? iPhone. J'ai du mal à retrouver les termes ce matin. Pour ceux qui travaillent avec iOS, à un moment donné, donc pour pouvoir compiler l'application, pour générer l'application, il faut avoir un système d'exploitation iOS, notamment si vous avez un Mac OS, généralement c'est plus simple de faire tout ça. C'est pas, je veux pas dire c'est plus simple, mais il faut avoir à un moment donné un Mac OS pour pouvoir développer des applications pour iOS. Si vous voulez travailler sur Windows par exemple, ou bien un autre système, il faut faire recours à d'autres techniques comme par exemple une machine virtuelle que vous pouvez utiliser pour développer les applications iOS. Mais en tout cas, donc ça c'est une technologie à part. Alors comme vous le constatez déjà, développer une application Android native, ça nécessite de travailler avec Java. Pour développer une application pour iOS, il faut utiliser Objective-C, donc ce sont deux compétences différentes. Et encore, si vous voulez développer des applications, par exemple pour la plateforme Windows Phone, alors il y a également un autre langage à utiliser, c'est C#, Windows Phone SDK, donc comme le kit de développement, Visual Studio comme IDE, et après vous avez Microsoft Marketplace, donc c'est pour distribuer les applications, c'est presque, on est dans la même logique, n'est-ce pas? Alors, ici, donc, ça c'est le développement natif. Alors forcément, les entreprises qui décident de travailler en développement natif, s'ils veulent développer des applications pour différentes plateformes, il y a beaucoup d'efforts à faire. Parce que généralement, vous devrez avoir 3 compétences. Développement Android, après il va falloir également développer la version iOS, et après il faut développer la version Windows Phone si vous voulez que votre application soit disponible sur différentes plateformes. Alors ce qui coûte cher pour les entreprises. Alors pourquoi? Parce que déjà, ça va prendre plus de temps, déjà pour développer les 3 versions. Mais quand même, il y a des avantages de faire des développements natifs. Les grands avantages, on va le voir, c'est principalement la rapidité des applications. Alors quand vous faites des développements natifs, c'est que vous avez des applications relativement plus rapides que d'autres types d'applications que vous pouvez développer. Notamment, c'est ce que je vais vous citer tout à l'heure, quand vous faites le développement hybride. Alors, tout dépend des applications. Il y a parfois des applications, vous voulez développer, je ne sais pas, un jeu ou une application un petit peu qui manipule beaucoup de choses natives. Forcément, parfois, vous avez intérêt à faire des développements natifs. Mais il faut noter que dans la majorité des cas, les applications mobiles, généralement, peuvent être également développées d'une autre manière qui est relativement plus simple et plus facile et qui coûte moins cher pour les entreprises. C'est tout simplement ce qu'on appelle le développement mobile hybride. Mais avant de vous parler de si vous voulez, du développement mobile hybride, juste une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites le développement natif, c'est que forcément, vous utilisez les fonctionnalités natives des smartphones. Alors principalement, il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de capteurs, il y a beaucoup de choses dans le smartphone, notamment vous utilisez la caméra, vous accédez à la caméra,
vous accédez aux galeries de photos, le local storage, l'accéléromètre, la géolocalisation. Vous avez un tas de fonctionnalités natives, notamment qui sont... Vous avez un ensemble de fonctionnalités natives Alors, qu'est-ce que je disais? Vous allez m'aider ce matin. Alors, donc, quand vous faites du développement natif, donc, il y a un ensemble de fonctionnalités natives dans votre téléphone auxquelles vous pouvez accéder forcément. Par exemple, quand vous avez un téléphone Android, le seul moyen qui va vous permettre d'utiliser, bien sûr, par exemple, la caméra, d'utiliser le local storage ou bien de faire de la géolocalisation, c'est de faire appel à des fonctionnalités natives qui sont fournies par le framework Android, c'est-à-dire c'est du Java. OK? Alors, si vous êtes dans iOS, par exemple un iPhone, la même chose. Donc, pour pouvoir utiliser la caméra, il faut passer par plutôt les fonctionnalités natives du système qui sont fournies pour pouvoir accéder à l'utilisation de ces fonctionnalités. Alors, comme je disais, donc, le développement natif, donc, c'est une solution qu'il faut apprendre d'abord. C'est la première des choses que vous allez faire pour développer des applications mobiles, c'est de commencer à faire des développements mobiles natifs. Ne serait-ce que commencer par Android, c'est ce que nous allons faire. Vu le temps que nous avons, donc nous allons d'abord commencer à utiliser donc, le développement natif Android. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez les prérequis qu'il faut. Donc vous avez déjà fait la programmation Java, vous utilisez déjà pratiquement tous les concepts qu'il faut pour pouvoir apprendre rapidement à développer des applications mobiles Android. Donc pour vous, ça ne va pas être assez compliqué. Alors, le deuxième type de développement mobile, c'est le développement mobile hybride. Alors l'idée c'est quoi? C'est que pour les entreprises, pour ne pas faire l'effort de développer 3 versions natives de l'application mobile, ben on va tout simplement opter pour le développement mobile. Ça veut dire développer l'application une seule fois, mais à partir de la même application, vous pouvez générer les différentes versions. C'est-à-dire vous pouvez générer la version Android, vous générez la version iOS et la version Windows Phone. Et s'il y a encore d'autres versions, d'autres plateformes, vous pouvez les générer également. Alors, dans le développement natif, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que la bonne partie de l'application, tout ce qui concerne la partie, l'affichage, c'est-à-dire tout ce qui est les IHM, généralement, on ne va plus se baser sur des langages, c'est-à-dire les composants du langage natif, mais plutôt on va se baser sur quelque chose, sur la technologie web, à savoir HTML, CSS et JavaScript. Donc, c'est-à-dire la bonne partie de votre application mobile, tout ce qui s'affiche, d'ailleurs une bonne partie des applications mobiles que vous utilisez dans vos smartphones, tout l'affichage que vous voyez, toutes les vues que vous voyez, généralement, ils sont basés sur HTML, CSS et JavaScript. Mais après, par la suite, c'est que avec JavaScript, à un moment donné, vous avez besoin d'accéder aux fonctionnalités natives du smartphone. C'est-à-dire quoi? À un moment donné, avec JavaScript, vous avez besoin d'accéder à la caméra, vous avez besoin de faire de la géolocalisation, d'accéder à l'accéléromètre, d'accéder à d'autres fonctionnalités, le local storage. Alors, si vous voulez, avec JavaScript, accéder aux fonctionnalités natives du téléphone, il faut absolument passer par... Il faut faire appel à des fonctionnalités natives du téléphone. Or, les fonctionnalités natives, par exemple pour Android, c'est des librairies, c'est des fonctionnalités Java. Alors maintenant, il faut un moyen qui permet, à partir par exemple de JavaScript, de faire appel à une fonctionnalité Java qui est fournie par le framework Android, qui vous permet d'accéder à une fonctionnalité native. Alors ce moyen-là, c'est tout simplement un outil qui s'appelle, un framework, un outil qui s'appelle Cordova. Alors, en fait, Cordova, si vous voulez, c'est pratiquement la solution qui a permis d'accélérer en quelque sorte le développement d'applications mobiles. Avec Cordova, donc, vous avez la notion de plugin. Alors, dans un plugin, généralement Cordova, vous avez 2 parties. Par exemple, vous voulez accéder à la caméra, vous utilisez le plugin Cordova. Et quand vous installez le plugin Cordova, qu'est-ce que vous installez? Il y a une partie JavaScript, c'est des librairies JavaScript que vous pouvez utiliser directement à partir de votre code, mais également il y a une partie Java. Parce qu'en fait, par exemple, pour accéder aux fonctionnalités natives d'un système Android, il faudrait que la partie des plugins JavaScript communique avec la partie des plugins Java qui va accéder au framework Android. Donc, si vous voulez,
le Cordova, il a été fait dans ce sens-là, c'est permettre à une application, notamment avec du JavaScript, accéder aux fonctionnalités natives du téléphone. Alors, il dit que donc, en fait, Cordova, il a beaucoup simplifié le développement, du moment que les développeurs web, généralement, ils maîtrisent déjà la technologie. Donc, pour passer du développement web vers le développement mobile, on n'a pas besoin de s'investir trop, de suivre beaucoup de formations. Si vous êtes un développeur web, vous pouvez rapidement faire des développements mobiles. Alors, bien sûr, donc, les détails, donc, je ne vais pas détailler pour le moment donc, ce concept-là c'est-à-dire de développement hybride. On aura l'occasion de faire le cours et on va voir comment utiliser donc Cordova, qui vous fournit également des outils qui vont vous permettre, une fois que vous développez votre application, il y a des outils qui vont vous permettre, à partir de votre application, il va vous générer la version Android, il vous génère la version iOS, il vous génère la version Windows Phone. Donc ça veut dire c'est ce qu'on appelle des développements cross-platform. Alors, pour faire du développement hybride, mobile hybride, il y a différentes plateformes qui sont utilisées. Alors, les plus connues, si vous voulez, donc il y a PhoneGap. En fait, PhoneGap, à un moment donné, il a été racheté par Adobe. Bon, Adobe, donc vous le connaissez, donc c'est un IDE qui... Vous le connaissez, n'est-ce pas? Avec ses outils les plus célèbres, c'est Photoshop, Illustrator, Flash, etc., etc. Bon, il y a un tas de choses qui sont bien faites, en tout cas par Adobe. Mais en tout cas, à un moment donné, avant, il y avait PhoneGap, il était open source. Et après, il a été racheté, la société a été rachetée par Adobe. Et du coup, donc, en fait, PhoneGap, si vous voulez, il a été racheté par Adobe. Et la version open source, la version open source de PhoneGap, si vous voulez, elle est passée chez Apache. Et Apache lui a changé de nom. Alors, le nom qu'il lui a donné, c'est tout simplement Cordova. Donc, c'est-à-dire, quand vous utilisez Cordova, PhoneGap, vous utilisez la même chose. Sauf que Cordova, c'est open source, c'est Apache. Et PhoneGap, plutôt, donc il a été développé par... c'est-à-dire le développement de PhoneGap, c'est Adobe. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, quand vous travaillez avec PhoneGap, c'est pas 100%, enfin, c'est-à-dire c'est payant. C'est des solutions qui sont payantes à un moment donné. C'est vrai que à partir d'une taille de l'application, généralement, c'est gratuit. Mais généralement, il faut payer. Alors, il y a également une autre solution qui est payante, c'est IBM Mobile First. Alors, ça s'appelait la même chose. Bon, tous ces grands éditeurs, si vous voulez, de logiciels comme IBM, Adobe, ce qu'ils font généralement, c'est que quand ils voient qu'il y a un produit qui marche plutôt bien, ils l'achètent et après ils le développent. Et à un moment donné, ça ne marche pas. Ils changent de nom. Ça ne marche pas. Ça marche ou ça ne marche pas. En tout cas, donc l'essentiel, c'est que par exemple, Mobile First, avant ça s'appelait Worklight Studio. Worklight. Après, donc, il a changé le nom. Donc, en tout cas, c'est une solution qui est payante, qui est basée sur une technologie particulièrement payante. Et après, il y a une autre plateforme. Une autre plateforme qui est très, très connue, notamment, c'est Ionic, notamment que nous allons utiliser. Alors, en fait, Ionic, donc, c'est une plateforme de développement hybride qui est basée sur principalement le framework Angular, qui est très connu, que vous allez encore utiliser dans le développement web. Également, il est basé sur Cordova, donc c'est-à-dire la base de Ionic, c'est Cordova et Angular. Alors, il y a également, donc, vous savez que dans le développement web, les frameworks, là, on va dire, la concurrence, il est entre Angular et React de Facebook. Alors, c'est forcément donc la même chose. React a créé une version pour développer des applications hybrides, mobiles hybrides notamment, qui s'appelle React Native. Alors, vous avez Ionic, React Native, c'est des solutions que vous pouvez utiliser pour pouvoir développer des applications mobiles hybrides. Alors, dans notre cas, donc, on va utiliser, donc, si vous voulez, Ionic pour développer les applications. Et on verra en quelque sorte les détails sur chaque partie. C'est bon, donc ça c'est Android, iOS, Windows Phone.
Ça, c'est des logos Ionic, PhoneGap, React, WorkLife, enfin, c'est Mobile First. Ça, c'est Cordova, globalement. Alors maintenant, comme je disais, donc, pour faire du développement mobile, nous allons commencer d'abord par la partie développement mobile natif. Alors pour cela, donc, je vais vous parler d'abord de l'architecture de Android. Alors l'utilisation des outils, peut-être parmi vous, bah, je le constate d'ailleurs, il y a beaucoup d'ailleurs de développeurs Android qui commencent directement par installer Android Studio et suivre des tutoriaux, générer des applications rapidement. Mais parfois, c'est important de comprendre, c'est pas parfois, mais il est important de comprendre d'abord l'architecture du système Android si vous voulez maîtriser le développement d'une manière générale d'applications mobiles. D'abord, Android, c'est quoi? Android, c'est un système d'exploitation mobile qui est open source, c'est un OS mobile open source, généralement qui a été créé principalement pour les smartphones, les PDA, les MP3, les tablettes, etc. Donc généralement pour les systèmes embarqués. Donc, Android, vous pouvez l'installer également. Vous pouvez avoir un téléviseur qui fonctionne sous Android. Donc forcément, d'abord c'est un système d'exploitation. Alors il a été conçu initialement par la société Android Inc. Après, il a été racheté par Google en 2005. Et bien sûr, il est conçu d'une manière générale pour les appareils mobiles. Alors, la plateforme Android, il est composé de quoi? Ben, il est composé d'abord d'un noyau Linux, c'est-à-dire que le système Android, il va se baser sur d'abord une version de Linux qu'il va utiliser pour d'abord faire démarrer le système, parce que vous savez que dans n'importe quel ordinateur, en fait un smartphone c'est un ordinateur, d'abord il faut un système d'exploitation qui permet de gérer les entrées-sorties, c'est-à-dire gérer le matériel. Donc le système Linux il est utilisé. Il y a des bibliothèques graphiques et multimédia qui sont bien sûr installées, donc je vais revenir en détail sur ça. Et après il y a une machine virtuelle Java, spécialement adaptée, notamment, ça s'appelle la machine virtuelle de Dalvik. Alors là, vous savez que dans Java, pour pouvoir exécuter des applications Java, il faut installer une machine virtuelle Java, n'est-ce pas? Et Java, il a en fait bouleversé le monde du développement d'applications parce qu'il est venu avec l'idée d'utiliser une machine virtuelle, ce qui va permettre une fois que vous développez une application Java, vous pouvez l'exécuter dans n'importe quelle plateforme. C'est pour cela que les applications Java sont multiplateformes. En tout cas, Android, Android, c'est basé sur la technologie Java pour développer ces applications mobiles. Mais il ne va pas utiliser la même version de la JVM utilisée dans les applications Java. Donc, il a créé une version relativement optimisée pour les systèmes embarqués notamment. Cette machine virtuelle s'appelle la machine virtuelle de Dalvik. Et après, il y a le framework. Alors, vous savez que nous, on a déjà vu que dans les applications, notamment Java J2E, il faudrait à un moment donné, si vous voulez créer une application de grande qualité, il faut utiliser un framework qui utilise le principe de l'inversion de contrôle. C'est presque la même chose. C'est que pour pouvoir faire fonctionner une application, pour que votre application tire profit du maximum de fonctionnalités, c'est-à-dire d'un appareil, il vous faut un framework. Alors le framework, c'est Android, qui va vous permettre tout simplement de faire de la gestion des fenêtres, l'accès aux fonctionnalités du téléphone, la gestion du contenu, les fonctionnalités natives, etc. Donc pratiquement avec le framework Android, donc vous avez l'accès à toutes les fonctionnalités du téléphone et ça va vous faciliter le développement d'applications. Et après, par la suite, il y a des applications qui sont fournies. Alors quand vous lancez votre système Android, une fois qu'il démarre, forcément à un moment donné, vous avez plein d'applications que vous pouvez utiliser. Un navigateur web, un gestionnaire de contacts, un calendrier. Donc, c'est des applications pour émettre des appels téléphoniques. Donc, il y a un ensemble d'applications qui sont fournies. Alors, si vous voulez, donc, juste pour voir l'architecture du système Android, alors comme vous le voyez, donc, principalement, la couche de bas niveau, c'est notamment ce qui va démarrer en premier lieu, c'est le système Linux. Alors forcément, le système Linux, c'est un système d'exploitation. Donc ça veut dire que la gestion du matériel,
les caméras, le Bluetooth, le Wi-Fi, tout ce que généralement les drivers de gestion de tout ce qui est matériel, généralement c'est le système d'exploitation Linux qui va s'en charger. Une fois que Linux démarre, il y a également un ensemble de librairies qui sont fournies en natif. Alors principalement, il y a des librairies, notamment SQLite, c'est un système de gestion de bases de données embarqué. Donc, vous savez, vous avez déjà utilisé des bases de données relationnelles. Et parfois, l'une des particularités des téléphones, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle, on peut faire fonctionner une application en mode connecté et en mode déconnecté. Ça, c'est important. Alors, quand vous êtes connecté, vous êtes directement, vous accédez en ligne à des données qui sont fournies en back-end. Mais si vous n'êtes pas connecté, il vous faut dans votre téléphone une sorte de base de données, un moyen qui permet de stocker les données en local. D'ailleurs, il y a plein d'applications que vous utilisez qui font appel à ces fonctionnalités. Alors, par exemple, SQLite, c'est un système de gestion de base de données embarqué qui est à l'intérieur de vos téléphones et que vous pouvez utiliser à partir de n'importe quelle application mobile pour stocker des données. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a d'autres drivers notamment qui sont fournis comme OpenGL, par exemple, pour accéder aux fonctionnalités, pour tout ce qui est les calculs graphiques. Si vous voulez créer des animations 2D, 3D avec des accélérateurs graphiques, généralement vous utilisez OpenGL, etc. Donc vous avez un ensemble. Vous avez un moteur d'un navigateur, du navigateur web, notamment un moteur JavaScript si vous voulez, le WebKit. Donc vous avez un ensemble de librairies qui sont fournies. Et après, par la suite, une fois que vous avez le système et ses librairies, à un moment donné, il y a la machine virtuelle qui va démarrer. Donc c'est la machine virtuelle Java. Mais comme je disais, donc c'est la version. Donc, comme je disais, donc après par la suite, vous avez la machine virtuelle Java. Et quelle version, quelle machine virtuelle Java? C'est la machine virtuelle Java d'Alvik. Donc, comme je disais, donc c'est une machine virtuelle, mais qui est optimisée pour exécuter des applications Java, mais forcément optimisée pour les smartphones et les appareils mobiles d'une manière générale. Donc, une fois que le JVM démarre, qu'est-ce qui va démarrer par la suite? C'est le framework Android. Donc, le framework Android, forcément, il fournit tous les composants qu'il faut pour créer des applications Android. Donc, ça veut dire, principalement, nous allons voir, une application Android on a besoin de créer des activités, on a besoin de créer des services, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle des content providers. Tout à l'heure, je vais parler de tout ça. Donc, il vous fournit tous les éléments qui permettent donc de créer une application Android. Et en même temps, c'est le framework Android qui va gérer le cycle de vie de tous les objets d'une application Android. Donc, une fois que vous démarrez maintenant, après la couche que vous voyez de haut niveau, c'est les applications que vous utilisez. Alors, chaque application que vous lancez, généralement, l'application, elle est en réalité gérée par le framework Android. Et à partir de votre application, vous pouvez accéder si vous voulez, à des fonctionnalités qui vont vous permettre, bien sûr, tout ça c'est du Java. Si vous voulez, le framework c'est une application Java, mais tout ce code que vous voyez, c'est du Java qui va être exécuté par une machine virtuelle Java. Mais bon, cette machine virtuelle Java, forcément, à un moment donné, il a besoin d'accéder aux fonctionnalités natives. Il y a un ensemble de librairies natives qui vous permettent donc d'accéder au matériel. Mais bien sûr, pour accéder au matériel, donc, vous communiquez via le système d'exploitation Linux. Alors maintenant, quand vous développez vos applications mobiles, quand vous dites je suis en train de développer une application mobile, vous êtes à quel niveau? Vous êtes au niveau application. Donc là, vous allez créer des applications. Alors forcément, il y a déjà des applications qui sont fournies dans le système Android, un navigateur web, etc. Mais en tout cas, donc ça c'est l'architecture. Alors après, donc une fois que vous avez une idée sur l'architecture globale d'une application Android, donc je vais vous parler maintenant de la structure d'une application Android. Une application Android se compose de quoi? Alors, les différents composants d'une application Android sont les suivants. Donc, il y a ce qu'on appelle les activités, il y a les services,
Il y a ce qu'on appelle les broadcast receivers et les content providers. Alors, on va essayer donc de définir chaque composant. Après, par la suite, on va voir les plus importants qu'on va traiter progressivement. Alors d'abord, c'est quoi une activité? Si vous voulez, pour vous montrer la même architecture que je vous ai montré tout à l'heure, alors qu'on voyait donc, on suppose que là, c'est la partie matérielle du smartphone. Alors après, quand vous démarrez votre smartphone, vous démarrez un système, l'OS c'est Linux. Après, vous avez des librairies natives. Après, vous avez une machine virtuelle Java d'Alvik. Et après, qu'est-ce qui va démarrer après? C'est le framework Android. Une fois que le framework Android est démarré, il démarre des applications. Donc, c'est-à-dire c'est le framework qui va gérer les applications. Et si vous prenez une application elle-même, pour développer une application, vous avez besoin de la composer en utilisant différents types de composants. Notamment, alors là, il y a quelque chose que j'ai oublié, qui est important d'ailleurs. Voilà. Il y a les activités. Je viens de redessiner ce schéma-là. Donc, il y a 4 types de composants. Le plus important, d'ailleurs, qui n'est pas là, je préfère changer un peu. Ah oui, parfait. Donc, c'est moi qui ai un peu le... Mais je vais corriger quand même ça. Content providers. Je répète. Donc, une fois que vous démarrez une application Android, donc vous avez principalement le composant principal d'une application Android, c'est ce qu'on appelle les activités. En fait, l'activité, c'est la partie visible de votre application. Alors, quand vous lancez une application, vous avez une interface graphique qui s'affiche. Alors, c'est ce que nous allons appeler une vue, qui va s'afficher. Et après, quand il y a des événements qui se produisent dans la vue, si vous voulez, il y a bien sûr l'utilisateur, il interagit bien sûr avec l'activité. Chaque événement qui se produit, donc l'activité doit donner des réponses à ces événements. Ça veut dire que l'activité, il représente un contrôleur. Quand il y a un événement qui se produit, le contrôleur de l'activité, c'est-à-dire le code Java de l'activité, va se charger de traiter l'événement, d'effectuer bien sûr des traitements. Et pour effectuer des traitements, parfois on envoie des requêtes vers la partie back-end, parfois on accède à des fonctionnalités natives, on accède à des fonctionnalités notamment au local storage, la caméra, etc. Mais parfois, on fait appel à des services également. Bon, les services, si vous voulez, d'abord, une activité, si vous voulez, c'est le composant principal d'une application Android. Alors, quand il y a quelque chose qui s'affiche, chaque écran qui s'affiche, généralement, ça représente une activité. Alors, l'activité, si vous voulez, si vous voulez, la couche présentation d'une application mobile qui est l'activité, elle respecte généralement le pattern MVC qu'on connaît déjà, modèle, vue, contrôleur. Alors, généralement, le contrôleur de l'application qui démarre, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche les vues. Alors, c'est ce que nous allons appeler des layouts. Et après, ces vues-là, qu'est-ce qu'ils affichent? Affichent des données, mais ces données sont stockées dans des objets qui s'appellent les modèles. Et après, par la suite, quand il y a un événement qui se produit au niveau des vues de l'application mobile, de l'activité, alors forcément, le contrôleur va réagir. Et c'est comme ça que ça se passe, généralement, l'activité. Est-ce que c'est clair? Alors, une activité, c'est la couche présentation d'une application Android. Alors, ce qui est visible dans une application Android, c'est des activités. Donc, généralement, vous pouvez créer toute une application Android en utilisant une seule activité. Mais quand vous créez une activité peut avoir plusieurs vues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut switcher d'une vue à l'autre. Mais généralement, on ne fait pas ça. Souvent, on aura besoin de créer plusieurs activités parce que chaque écran qui s'affiche souvent, ça peut représenter une activité. Alors globalement, c'est comme ça que ça va se passer, mais on va voir les détails tout à l'heure. Alors après, il y a d'autres types de composants qui forcément que vous pouvez utiliser, notamment les services. Alors les services, eux, ils se chargent d'effectuer des traitements de fond qui sont associés généralement à l'application. C'est-à-dire que parfois dans votre application, vous pouvez au démarrage de l'application démarrer un service, mais ce service-là, il permet d'effectuer des tâches de fond.
c'est-à-dire forcément qui ne sont pas visibles à l'utilisateur. Et souvent, les services, parfois, sont déclenchés par des événements. Par exemple, vous pouvez démarrer un service qui va être déclenché une fois qu'on reçoit un appel téléphonique, par exemple. C'est-à-dire, une fois qu'il y a un appel téléphonique, il peut recevoir le numéro de l'appel téléphonique et après, il peut décider est-ce que, par exemple, est-ce qu'il va accepter ou pas. Donc, ça, on peut le faire avec des services. Alors, après, par la suite, il y a un autre type de composants Android, c'est ce qu'on appelle les récepteurs de diffusion ou bien les broadcast receivers. Il faut juste savoir une chose, c'est que dans le système Android, à un moment donné, vous allez créer un ensemble d'activités, vous créez des services et vous créez pas mal de composants. Alors, si vous voulez faire la communication entre les différents composants d'une application Android, par exemple, une application pour faire communiquer une activité avec une autre activité, ou bien une activité avec un service, alors, ou bien une activité d'une application avec l'activité d'une autre application qui se trouve dans le système Android. Alors, la communication se fait en envoyant ce qu'on appelle des messages. Donc, pour qu'une activité communique avec une autre activité, donc il doit lui envoyer un message. Et pour justement envoyer des messages et traiter ces messages, on utilise ce qu'on appelle les broadcast receivers. Donc, c'est toute la communication entre les différents composants d'une application Android se fait via, bien sûr, donc, ces récepteurs de diffusion. Et principalement, à chaque fois qu'il faut envoyer un message, on a besoin d'utiliser un composant qui s'appelle l'intent. En fait, l'intent, c'est le message que vous envoyez d'une, par exemple, activité vers une autre activité ou bien vers un autre service. Alors, juste un exemple, parfois, il se trouve que vous avez une activité dans laquelle vous avez un bouton et quand vous cliquez sur un bouton, vous voulez démarrer une autre activité. Vous savez que pour démarrer une autre activité, ce n'est pas, on ne le fait pas de la même manière qu'on fait dans les applications classiques. Pour démarrer une autre activité, il faut créer un objet intent, il faut sous forme de message, qu'il faut envoyer au système Android pour lui demander de démarrer une autre activité. Donc en réalité, ce n'est pas à vous de démarrer l'activité, c'est le système Android. Donc ça veut dire que pour démarrer une activité à partir d'une autre activité, nous allons voir qu'il s'agit donc d'envoyer un message à l'autre activité pour lui demander de démarrer. Et toute cette manière de faire se fait via, si vous voulez, la diffusion de messages. Et le système Android, donc, c'est-à-dire son mécanisme de communication entre les composants, se fait via ce type de composants que nous appelons les broadcast receivers. Est-ce que c'est clair? Des questions? Alors, le quatrième type de composants, c'est ce qu'on appelle les content providers. Alors, en fait, les content providers, donc, c'est des types de composants qui vont permettre à une application Android d'accéder au contenu de l'application. Alors, vous savez, dans un smartphone, à un moment donné, vous avez besoin d'accéder aux contacts, vous avez besoin d'accéder à l'agenda, les photos, donc tout le contenu, les bases de données locales, si vous voulez. Donc, pour faire ça, donc, vous aurez besoin de passer par ce qu'on appelle les content providers. Alors, vous voyez donc quel est l'élément principal d'une application Android? C'est les activités. Alors, est-ce que toutes les applications Android possèdent des activités? Ce n'est pas obligatoire. Parfois, il se trouve qu'il y a des applications qui démarrent, vous ne les voyez pas, n'est-ce pas? Ils démarrent sous forme de service, c'est-à-dire ils sont derrière, ils écoutent des événements. Par exemple, les applications qui permettent vous voulez créer une application qui permet par exemple de gérer une blacklist des appels, par exemple, n'est-ce pas? Alors forcément, il démarre et il attend les appels. Dès que par exemple il y a un appel, il peut consulter la base de données. Si le numéro figure parmi la liste des appels par exemple que vous voulez bloquer, n'est-ce pas? Après il arrête. Donc ça on peut le faire avec un service. Mais si vous voulez donner la possibilité à l'utilisateur de lui-même de gérer cette blacklist, ben, il faut absolument créer une activité. Donc dès qu'il s'agit d'afficher quelque chose, forcément il faut passer par une activité. Est-ce que c'est clair?
Bien. Alors maintenant, si vous voulez, on va essayer de... Alors pour développer des applications... Pour développer des applications mobiles, donc la première des choses que vous aurez besoin de savoir, c'est comment développer une activité. Alors c'est ce que je vais vous expliquer. Donc je vais vous expliquer la structure d'une activité et je vais surtout vous expliquer le cycle de vie d'une activité pour comprendre comment ça se passe. Alors comme vous voyez, donc, pour développer une activité, vous aurez besoin de créer une classe Java principalement qui hérite d'une classe qui s'appelle activité. En réalité, il n'y a pas que la classe activité. Parce que quand vous regardez bien la classe activité elle-même, il hérite de d'autres classes, mais il existe d'autres classes qui héritent de la classe activité. Donc, c'est-à-dire soit vous héritez de la classe activité, ou bien vous héritez de l'une des sous-classes de cette classe activité. Par exemple, vous allez voir, souvent il y a compact activité. Donc, c'est un type d'activité que nous allons souvent utiliser pour développer des activités. En tout cas, alors quand vous héritez de la classe activité, vous aurez besoin de redéfinir les méthodes qui définissent le cycle de vie d'une activité. Alors, justement, quelles sont ces méthodes-là? Alors, quand vous voyez donc qu'il y a la méthode onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy et onSaveInstanceState. Donc, ce n'est pas uniquement ça, il y a encore d'autres méthodes. Alors maintenant, il faut juste comprendre le rôle de chaque méthode. Alors pour vous montrer, si vous voulez, le rôle de chaque méthode définit une étape de cycle de vie d'une activité. Alors principalement, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous démarrez une application, une activité, quand vous démarrez une activité, une fois qu'elle est démarrée, la première méthode qui va s'exécuter, c'est la méthode onCreate. Donc c'est-à-dire souvent c'est la méthode que vous allez utiliser dans votre application dans la majorité des cas. Une fois que la méthode onCreate s'exécute, termine l'exécution, juste après, il y a la méthode onStart. C'est-à-dire déjà, plutôt, vous avez onCreate, onStart, onResume. Alors les trois méthodes s'exécutent au démarrage. Donc c'est-à-dire que c'est quoi la différence en fait? Par la suite, vous allez comprendre pourquoi ces trois méthodes, parce que mais il faut comprendre l'ordre. C'est-à-dire que dès que vous démarrez une activité, vous exécutez d'abord le contenu de la méthode. Alors je reviens sur le code. Donc cette méthode-là s'exécute. La deuxième méthode en start et après on resume. Alors bien sûr, la particularité de la méthode on create, c'est une méthode qui reçoit un objet de type bundle. En fait, c'est quoi ce bundle-là? Parce qu'il se trouve que parfois, vous démarrez une activité. Et après, l'utilisateur, il peut utiliser l'application, ce qui fait à un moment donné, votre application, il se trouve dans un état. Dans un état, c'est que vous avez saisi des données, vous avez manipulé votre application. Et il se trouve que parfois, quand votre application, quand vous lancez une autre application dans le système Android, votre application passe en arrière-plan. Et quand il passe en arrière-plan, dès que l'application devient inactive pendant une longue durée, le système Android, qu'est-ce qu'il fait? Pour libérer l'espace mémoire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'état de l'activité, il l'enregistre dans un fichier. C'est de la sérialisation. Alors comme ça, dès que vous décidez de réactiver votre activité, qu'est-ce qu'il fait? À nouveau, donc, il va démarrer l'activité, mais cette fois-ci, quand il va appeler, si vous voulez, quand il enregistre l'état de l'activité, l'état de l'activité, il est enregistré sous forme de ce qu'on appelle un objet bundle. Donc, ce qui fait que la méthode onCreate, dès qu'elle s'exécute, le système Android peut lui transmettre ce qu'on appelle le bundle. Et le bundle, c'est quoi? C'est le dernier état de l'activité, notamment qui a été utilisé précédemment si vous n'avez pas tué l'activité. Donc ça, je vais revenir sur cette partie-là. Alors donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au démarrage, il y a les méthodes onCreate, onStart, onResume qui vont s'exécuter. Après, lorsque l'activité s'arrête, le système Android va exécuter les méthodes. Quand vous arrêtez l'activité, plutôt, donc quand vous êtes déjà en résumé, ça veut dire que votre activité elle passe dans l'état running. Il est dans un état d'exécution. Tant qu'il est dans l'état exécution, ça veut dire qu'il est en premier plan. L'activité elle peut être utilisée par l'utilisateur, mais à un moment donné,
l'utilisateur peut décider, par exemple, d'arrêter, si vous voulez, l'activité. Alors, faites arrêter l'activité, c'est lancer une autre application. Alors, quand vous lancez une autre application, donc vous allez voir que principalement, il y a les méthodes qui vont s'exécuter. Il y a on pause, déjà. Alors, on pause, on stop. Et on destroy. Alors, comme vous voyez ici, donc vous avez on pause. C'est-à-dire, si vous décidez par exemple de lancer une autre application, donc votre activité, elle est dans quel état? On pause. Elle est en pause, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous décidez de réactiver votre activité, regardez quelle est la méthode qui va s'exécuter à nouveau. C'est on resume. Donc c'est-à-dire quand vous l'activez, c'est la méthode on resume qui va s'exécuter. Et quand vous êtes dans l'état voilà, si vous êtes dans l'état on stop, ici le système Android a besoin de la mémoire. Si le système Android a besoin de l'espace mémoire, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer le processus de l'activité. Et quand il tue le processus de l'activité, donc si vous décidez de redémarrer votre activité, cette fois-ci, on va commencer à partir de quoi? On create. Alors vous avez différents scénarios. Donc, soit qu'on revient vers, c'est que si le système Android tue le processus, mais avant de tuer le processus, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre l'état de l'activité dans le bundle, n'est-ce pas? Et comme ça, quand vous lancez votre activité, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle onCreate, mais qu'est-ce qu'il va lui transmettre? Il va lui transmettre l'état de l'activité. Vous avez l'impression que vous retrouvez votre activité telle que vous l'avez laissée auparavant, mais en réalité, parfois, le système carrément libère l'activité de la mémoire. Mais bon, ça, c'est un mécanisme qui est utilisé par, si vous voulez, le framework Android. Alors principalement, donc, si l'activité n'est pas affichée, donc vous avez les méthodes de onResume et onStop qui vont s'exécuter. Alors ça, je le disais déjà, donc c'est le système qui décide de sauvegarder l'état de l'activité, principalement des vues layout, etc. que vous manipulez. C'est clair? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'une activité. Alors maintenant, quand vous développez une activité, alors la première méthode que vous devrez savoir utiliser, c'est la méthode onCreate. Mais après, par la suite, dans vos applications, en fonction des applications, parfois vous avez besoin d'ajouter la méthode onStart ou bien onResume. Bon, après, bon, maintenant, pour savoir c'est quoi l'intérêt, la différence, bah, tout simplement, vous allez revenir, bien sûr, sur le cycle de vie de l'activité, pour savoir à quel moment la méthode onResume s'exécute et à quel moment la méthode onCreate s'exécute. Mais ce qu'il faut noter, c'est que si vous avez défini les trois méthodes, par exemple, onCreate, onStart, onResume, c'est que les trois méthodes vont s'exécuter au démarrage. Donc, vous n'avez qu'à afficher ici un message, un deuxième message et un troisième message. Alors, au démarrage de votre activité, qu'est-ce que vous allez voir? Ben, vous allez voir les trois messages qui vont s'afficher dans l'ordre. C'est-à-dire le système Android, donc il respecte cet ordre.